Le rude hiver de 1944 enveloppait l'Europe d'un voile d'incertitude. À l'ouest, les armées alliées avaient libéré la France et refoulé la Wehrmacht jusqu'à la frontière allemande. L'euphorie de Paris et de Bruxelles avait cédé la place à la monotonie d'une guerre qui semblait toucher à sa fin. Mais, à Berlin, Adolf Hitler préparait un dernier coup de théâtre. Convaincu qu'une offensive là où on l'attendrait le moins pourrait diviser les Alliés et offrir au Reich une chance de négocier, il conçut un plan audacieux que nombre de ses propres généraux qualifièrent de délirant. Son objectif était clair: rééditer le coup de maître de 1940 en traversant la même forêt des Ardennes, rompre les lignes ennemies et s'emparer du port d'Anvers. L'idée de ranimer la guerre éclair nourrissait son optimisme, bien que l'Allemagne de 1944 ne fût plus celle des années précédentes. Bombardée, affamée et soumise au rationnement du carburant, la nation misa tout sur une seule carte. Le résultat serait la dernière grande offensive du Troisième Reich et, dans le même temps, le clou final de son cercueil. Bienvenue dans Wartime Archive. Le Paris désespéré. À l'automne 1944, la situation militaire semblait défavorable pour le Troisième Reich. La destruction des installations pétrolières roumaines et la chute de Rome réduisaient sa capacité à soutenir un effort de guerre prolongé. À l'ouest, après l'échec allié de l'opération Market Garden et le retard dans la mise en service du port d'Anvers, les armées anglo-américaines progressaient lentement. Le ravitaillement depuis la Normandie par des routes improvisées ralentissait leurs opérations et les obligeait à étendre leurs forces sur un large front. Hitler interpréta ces lenteurs comme des signes de faiblesse et de division au sein de la coalition. Il imagina qu'une percée par la forêt des Ardennes, terrain accidenté jugé sûr par les Alliés, pourrait surprendre les troupes américaines au repos. Il croyait qu'un succès rapide contraindrait Britanniques et Américains à engager des pourparlers séparés, permettant de détourner des ressources contre l'armée rouge. Sa conviction se renforça, bien que la production industrielle allemande déclinât et que les réserves de carburant s'épuisassent. Il pensait que le moral allié était sous tension et qu'un coup décisif pouvait briser leur cohésion. Le quotidien en Allemagne reflétait une guerre totale. Les villes étaient régulièrement bombardées, obligeant des millions de civils à se réfugier dans les caves. Les usines ne tournaient que tant bien que mal, faute de matières premières et de main-d'œuvre femmes, prisonniers de guerre et travailleurs étrangers occupaient les postes laissés vacants par les hommes envoyés au front. Un rationnement strict provoquait des files interminables et un marché noir florissant. La propagande, toutefois, entretenait l'espoir que de nouvelles armes miracles renverseraient la situation et que l'alliance anglo-américaine s'effondrerait. De l'autre côté de la ligne, la confiance alliée était tangible. Les rapports de renseignement interprétaient les mouvements de troupes allemandes comme de simples relèves défensives. Les divisions américaines déployées dans les Ardennes, certaines tout juste arrivées pour se refaire, jugeaient improbable une attaque hivernale de grande ampleur. Le climat de quiétude dans leur position contrastait avec les préparatifs intensifs menés en secret par le commandement allemand. Ce décalage de perception allait être le point de départ d'une bataille qui changerait le cours de l'hiver européen. Au sein même des Alliés, des tensions stratégiques persistaient. Les commandants britanniques et américains débattaient de la conduite de la campagne Montgomery, défendaient une avance concentrée vers la Ruhr, tandis que Patton et Bradley préféraient maintenir un front large et exploiter la moindre faiblesse. L'échec de Market Garden et la destruction des ponts aux Pays-Bas avaient ralenti l'opération, mais ils avaient aussi révélé la capacité des Alliés à se remettre et à se réorganiser. De plus, le retard à ouvrir pleinement Anvers comme port tenait à la résistance allemande dans l'estuaire de l'Escaut, un effort qui exigea des mois de dégagement et empêcha un flux d'approvisionnement plus direct. Tout cela conforta Hitler dans sa conviction que l'ennemi était enlisé et vulnérable. Par ailleurs, la situation sociale en Allemagne devenait de plus en plus tendue. Le régime avait incorporé des adolescents des jeunesses hitlériennes et des hommes de plus de 40 ans pour combler les pertes. Les familles recevaient fréquemment des nouvelles de la mort de leurs proches au front, et les fêtes de fin d'année 1944 furent austères et moroses.
Le ministre de l'Armement, Albert Speer, tentait de réorganiser la production en la dispersant dans des zones rurales pour échapper aux bombardements, tandis que Joseph Goebbels intensifiait la propagande pour soutenir le moral. Le contraste entre la dure réalité et les promesses de victoire devenait évident, mais la terreur policière empêchait la plupart de la population d'exprimer son mécontentement. Alors que la propagande exaltait les réussites des fusées V2 et promettait des armes révolutionnaires, la réalité du front était tout autre. La Wehrmacht manquait de camions et le réseau ferroviaire subissait les attaques constantes de l'aviation alliée. Les débris du groupe d'armées centre, anéantis à l'est, obligeaient à réorganiser des divisions qui n'avaient presque pas le temps de se reposer. Malgré cela, Hitler restait convaincu qu'une victoire à l'ouest forcerait les soviétiques à négocier. Une vision que ne partageait qu'un cercle restreint. Cet espoir conduisit à concentrer des ressources qui auraient pu renforcer la défense du Reich à l'est. Plans et frictions. À la fin septembre, dans les salons du quartier général de Rastenburg, Hitler présenta à ses maréchaux un plan qu'il baptisa Wacht am Rhein. Son objectif était de franchir la Meuse, de s'emparer d'Anvers et d'isoler l'armée britannique. Pour l'exécuter, il rassembla plus de 30 divisions, dont des formations des Waffen-SS et de nouvelles unités Volksgrenadiers, ainsi que plus de 2000 chars. À ses yeux, la mission n'avait des chances de réussir que si l'effet de surprise était total et si le temps demeurait couvert afin de neutraliser l'aviation alliée. La réaction du haut commandement fut contrastée. Gerd von Rundstedt et Walter Model, responsables du front occidental, formulèrent des objections. Ils soulignèrent que les routes forestières supporteraient mal le passage d'une force mécanisée aussi importante et que la Wehrmacht manquait de réserves de carburant pour une avance prolongée. Ils proposèrent une offensive plus limitée, la petite solution, visant à détruire quelques divisions américaines et à améliorer la position défensive. Hitler écarta cette alternative, convaincu que seul un coup décisif modifierait l'équilibre stratégique. Le concept opérationnel fut complété par des actions de diversion. L'opération Greif, dirigée par Otto Skorzeny, recruta une centaine de soldats parlant anglais pour s'infiltrer en ligne ennemie vêtus d'uniformes américains. Leur mission était de modifier la signalisation routière, de couper les communications et de semer la confusion. Par ailleurs, l'opération Stosser consistait à larguer des parachutistes sur des carrefours clés afin de bloquer les renforts alliés. Ces missions faisaient partie intégrante du plan et devaient servir d'outil d'appui le jour de l'offensive. Une autre particularité de la préparation tenait à la composition des forces. Outre les divisions Panzer aguerries, on fit appel aux Volksgrenadiers. Créées durant l'été, ces divisions intégraient de jeunes soldats et des convalescents réentraînés, équipés de fusils automatiques Sturmgewehr 44 pour compenser leur manque d'expérience. Leur structure allégeait les éléments lourds et renforçait l'armement d'infanterie, mais l'instruction accélérée ne pouvait rivaliser avec celle des unités d'élite. De plus, l'inspecteur des troupes blindées, Heinz Guderian, avertit que le parc de camions était insuffisant et que de nombreuses batteries dépendaient encore de chevaux pour transporter munitions et matériel. Les routes étroites et verglacées des Ardennes compliqueraient la circulation de longues colonnes. Durant les semaines précédant l'attaque, le mouvement des unités vers leur position de départ fut ordonné. La 6e armée Panzer de Sepp Dietrich se concentra près de Skirchen, la 5e armée Panzer de Manteuffel se positionna plus au sud et la 7e armée de Brandenberger, chargée de couvrir le flanc, prit place aux abords de Trèves. Les déplacements s'effectuèrent de nuit, feux éteints et sous de strictes consignes de silence radio. L'état-major organisa le stockage de millions de litres de carburant dans des dépôts camouflés. Des ponts portatifs furent construits et des unités du génie préparées pour réparer les routes au moment opportun. Hitler insista pour que l'opération fût lancée avant toute amélioration du temps et fit du mauvais temps un allié. Il ordonna que l'artillerie concentre des tirs de saturation sur les points de rupture et que les blindés demeurent groupés pour éviter de se disperser dans le lacis de routes secondaires. Pour tromper les services de renseignement alliés, l'offensive fut baptisée « Garde du Rhin » et des rumeurs furent propagées, selon lesquelles il s'agissait de renforts
destiné à la défense de la ligne Siegfried. Le 12 décembre, Hitler approuva les ordres définitifs. Il maintint le plan consistant à traverser les Ardennes avec 3 armées et interdit toute critique. Avec le dispositif en place et les soldats à leur poste, il ne manquait plus que des nuages denses recouvrent la région pour donner le signal du départ. Les discussions stratégiques au sein du haut commandement allemand furent marquées par l'urgence. Le maréchal Keitel et le général Jodl, membres de l'OKW, soutenaient Hitler par loyauté politique, tandis que nombre d'officiers de l'état-major général considéraient le plan comme une gageure téméraire. Des calculs précis furent établis, l'attaque nécessiterait près de 250 000 barils d'essence et l'on escomptait progresser d'environ 75 km en 3 jours. Or, les dépôts ne contenaient qu'une fraction de ce carburant. On comptait compenser le manque en capturant les stocks alliés autour de Stavelot et Spa, un pari que beaucoup jugeaient excessif. S'agissant des plans d'infiltration, l'opération Greif prévoyait l'engagement d'environ 200 hommes répartis en petites équipes. Chacune devait sectionner des lignes téléphoniques, inverser des panneaux et déclencher la panique dans les arrières. Les parachutistes de l'opération Stösser, un peu plus d'1 millier d'hommes, tout volontaires devaient descendre au petit matin sur le carrefour de Malmedy pour retarder l'arrivée des renforts américains. Hitler considérait ces missions complémentaires comme de véritables multiplicateurs de force. Les officiers de la logistique établirent des cartes détaillant itinéraires et points de rassemblement. Le succès de l'opération dépendait de l'arrivée de chaque division à temps sur ses objectifs intermédiaires, s'emparer des ponts, sur l'Our et la Sûre, capturer les approvisionnements ennemis et obliquer vers le nord. Les ordres stipulaient que les groupes devaient limiter la puissance de leurs émissions radio afin d'éviter la détection, et les commandants reçurent instruction de détruire les véhicules en panne pour maintenir les routes dégagées. Cette préparation minutieuse tranchait avec la réalité de la guerre, la qualité des unités variait, nombre de divisions n'avaient jamais combattu ensemble et les remplaçants s'adaptaient sur le tas à leur nouveau commandement. Le rugissement dans la forêt. À 5h30, le 16 décembre 1944, le calme de l'aube fut brisé par le fracas de milliers de canons. L'artillerie lourde allemande bombarda les positions américaines sur plus de 100 km de front. À la faveur du brouillard, des colonnes de chars et de camions s'engagèrent sur les chemins enneigés des Ardennes. En quelques heures, plusieurs unités américaines furent prises par surprise. La 106e division d'infanterie se retrouva encerclée à Saint-Vith et perdit une grande partie de ses effectifs. Au secteur nord, les divisions des Waffen-SS placées sous le commandement de Sepp Dietrich tentèrent de se frayer un passage par l'Oschemmergraben. Au centre, Hasso von Manteuffel lança sa 5e armée Panzer vers Saint-Vith dans l'espoir d'en contrôler les carrefours. La 7e armée attaqua au sud, en pressant près d'Echternach. L'effet de surprise permit aux Allemands d'avancer de plusieurs kilomètres et de capturer des prisonniers. L'emploi d'infiltrés de l'opération Greif fit naître des rumeurs d'espions déguisés. Les postes alliés se mirent à interroger tout voyageur sur des questions de cinéma et de sports américains. L'infiltration allemande, quoique limitée, sema une véritable paranoïa. Au carrefour, des soldats américains arrêtaient les véhicules et mettaient leurs occupants à l'épreuve, avec des questions comme « Comment s'appelle la mascotte d'une équipe de baseball ?» ou « Dans quel état se trouve Hollywood ?» Certaines unités tirèrent sur des suspects sans autre preuve. L'opération Stösser, mal coordonnée, ajouta au chaos. Les parachutistes allemands sautèrent de façon désynchronisée et tombèrent très dispersés, incapables de bloquer les routes. Les commandos de Skorzeny parvinrent à dévier quelques convois et à sectionner des câbles, mais leur impact stratégique resta limité. La surprise permit de conquérir des localités comme Clairvaux et d'avancer sur Bouillon. Toutefois, la résistance s'organisa rapidement. Sur la crête d'Elsenborn, les 2e et 99e divisions d'infanterie américaines stoppèrent les progrès de la 12e SS Panzerdivision. Malgré les lance-roquettes, Nebelwer ferait la pression des blindés, les artilleurs alliés détruisirent de nombreux chars. À Saint-Vith, le général Bruce Clark regroupa des troupes dispersées et contint l'assaut allemand pendant des jours, retardant son calendrier. Au sud,
la 4e division blindée colmata des brèches et empêcha la 7e armée d'exploiter son succès. Parmi les épisodes les plus sombres de ces journées figure le massacre de Malmedy des membres d'un détachement de la 1re SS Panzerdivision, Leibstandart, exécutèrent des dizaines de prisonniers américains. L'événement renforça la détermination des soldats alliés et fit circuler des rumeurs sur la brutalité de l'offensive. Au terme des 4 premiers jours, l'avance allemande s'était heurtée à des points de résistance clés. Malgré la surprise initiale et la capture de plusieurs bourgs, les encombrements aux nœuds routiers et la résistance croissante menaçaient de transformer la protubérance du front en une saillie vulnérable. Bastogne, point logistique vital, fut encerclée mais ne céda pas grâce à la ténacité de la 101e division aéroportée. Le temps devenait l'ennemi du plan allemand, chaque heure rapprochant des renforts adverses et épuisant les réserves de carburant. L'offensive initiale s'appuya aussi sur un emploi intensif des chars Panther et Tiger, dont la puissance de feu surpassait en théorie celle des Sherman américains. Toutefois, les chemins forestiers étroits et les virages serrés obligeaient les équipages à progresser en colonne, limitant leur mobilité et les rendant vulnérables à l'artillerie anti-chars. À Clairvaux, le 110e régiment d'infanterie résista avec acharnement avant d'être submergé. Ailleurs, des unités de la 28e division d'infanterie retardèrent suffisamment l'avance pour permettre l'arrivée de renforts. Le chaos provoqué par l'infiltration entraîna des mesures drastiques. Des consignes improvisées furent adoptées à l'arrière des mots de passe, furent fixées et les laissez-passer vérifiés. Des officiers supérieurs comme le général Eisenhower envoyèrent des messages pressants enjoignant les troupes à tenir bon et à ne pas se laisser berner par les rumeurs. Pendant ce temps, le général Omar Bradley redistribua des unités de réserve pour renforcer les points menacés. La 82e division aéroportée fut acheminée dans la zone afin de renforcer Bastogne et de couvrir le flanc sud de l'attaque. La progression la plus notable des Allemands eut lieu au centre, où la 2e Panzerdivision s'enfonça profondément jusqu'à quelques milles de la Meuse. Malgré cela, la résistance autour de Dinant et l'action des unités du génie allié qui firent sauter les ponts sur la Meuse empêchèrent l'avant-garde de franchir le fleuve. La 116 Panzerdivision, surnommée Der Windhund, remonta vers le nord, mais fut ralentie par la circulation et une défense opiniâtre. Au 20 décembre, l'offensive avait creusé une profonde protubérance dans le front, mais celui-ci s'était stabilisé sur ses flancs. Le moral allemand commença à fléchir. Les soldats comprirent qu'ils n'avaient pas avancé aussi loin qu'espéré et que leur carburant s'amenuisait. Les communications entre unités étaient erratiques en raison de la destruction des lignes téléphoniques et d'un usage limité des radios. La force des Alliés, loin d'être divisée, se concentrait. Tout indiquait que la seconde phase de l'attaque, franchir la Meuse et marcher sur Anvers, s'évanouissait. L'hiver s'ouvre. Le 23 décembre, le ciel se dégagea. La dense brume qui avait recouvert les Ardennes se dissipa et laissa place à la lumière hivernale. À cet instant, l'avantage stratégique changea de camp. Des centaines de chasseurs bombardiers alliés, P-47 et P-51 décollèrent et frappèrent les colonnes allemandes immobilisées sur des routes étroites. Des bombardiers moyens et lourds détruisirent des ponts de pontons et des concentrations de véhicules. Les pertes en appareils et en pilotes au sein de la Luftwaffe empêchèrent toute riposte efficace. Les difficultés logistiques s'aggravèrent. Les réserves de carburant allemandes s'épuisèrent avant d'atteindre la Meuse. L'infrastructure routière ne supporta pas le poids des blindés et de nombreux chars furent abandonnés, faute d'essence. Le plan consistant à capturer des dépôts alliés échoua, car les Américains, conscients du danger, évacuèrent la plupart de leurs stocks grâce au transport motorisé connu sous le nom de Red Ball Express. Des convois de camions ravitaillaient les unités alliées tout en empêchant les Allemands de s'emparer d'un carburant vital. À Bastogne, la résistance tenait bon. Les forces allemandes encerclèrent la ville et exigèrent la reddition. Le général Macauliffe répondit d'un mot neutre, le moral des défenseurs demeura élevé. Par ciel clair, des avions de transport C-47,
larguèrent des vivres et des munitions qui permirent à la 101e division aéroportée de tenir. Parallèlement, le général George Patton, à la tête de la 3e armée, exécuta une manœuvre rapide vers le nord avec la 4e division blindée. Le 26 décembre, ces éléments de tête atteignirent Bastogne, ouvrant un corridor et ravitaillant les défenseurs. Entre-temps, la Luftwaffe lança l'opération Bodenplatte le 1er janvier 1945 dans une tentative désespérée de détruire au sol l'aviation alliée. Des avions allemands attaquèrent des aérodromes tels qu'Asch, Eindhoven et Maldegem, causant des dégâts initiaux. Toutefois, la réaction rapide de la DCA et l'arrivée de chasseurs alliés entraînèrent des pertes catastrophiques, environ 300 appareils, et une part significative des pilotes les plus expérimentés. Pour l'aviation allemande, cette journée constitua un coup dont elle ne se releva pas. Le 26 décembre marqua un tournant. Après 4 jours de frappes aériennes, de réapprovisionnement et de contre-attaque, l'offensive allemande commença à perdre son élan. Chaque journée accrut la pression sur la Wehrmacht, dont les soldats combattaient sous un froid extrême avec des ressources précaires. Le commandement allemand se révéla incapable de coordonner des mouvements fluides, les ordres changeaient sans cesse et les lignes d'approvisionnement se rompaient. Nombre de commandants se plaignirent du manque de clarté des directives et de l'impossibilité de ravitailler leurs divisions. À partir de là, les Alliés passèrent de la contention à la préparation de la contre-offensive qui scellerait le destin du saillant. L'amélioration du temps ne permit pas seulement le décollage des chasseurs bombardiers, elle facilita aussi la reconnaissance aérienne. Des escadrilles d'observation détectèrent des colonnes allemandes piégées, ce qui permit à l'artillerie alliée de régler ses tirs avec précision. Les 23 et 24 décembre, les troupes américaines repoussèrent une tentative allemande de s'emparer d'un important dépôt de carburant à Stavelot. La garnison défendit les fûts et détruisit ceux qui ne pouvaient être évacués. Cet échec priva les Allemands d'une source vitale de carburant. Les largages sur Bastogne comprirent des caisses de munitions, des médecins volontaires et du plasma. Les parachutes tombaient sur des champs gelés tandis que l'artillerie ennemie tentait de les abattre. Malgré les difficultés, des centaines de tonnes de ravitaillement atteignirent la ville. Outre la 4e division blindée, d'autres éléments de la 3e armée, comme la 80e division d'infanterie, s'approchèrent de la poche pour élargir le corridor d'accès. La radio transmettait des messages aux défenseurs, les exhortant à tenir quelques jours de plus. La situation de l'ennemi se dégrada rapidement. Les unités qui tentaient d'avancer se heurtaient à des routes bloquées par des véhicules détruits et des bêtes de trait mortes. Dans de nombreuses colonnes, le carburant fut transvasé d'un char à l'autre pour ne garder opérationnel que quelques machines. Le haut commandement essaya d'acheminer du carburant dans des camions civils réquisitionnés, mais beaucoup furent interceptés par des chasseurs alliés. Épuisés et affamés, des troupes allemandes commencèrent à abandonner leurs blindés et à se replier à pied sous un harcèlement aérien constant. Si l'opération Bodenplatte avait été conçue comme un coup audacieux, elle mit surtout en lumière le désespoir de la Luftwaffe. Les appareils s'infiltrèrent dans l'espace aérien allié en volant à basse altitude pour éviter le radar. Ils détruisirent d'abord des dizaines d'avions. Au sol toutefois, la riposte de la DCA et des chasseurs en patrouille fut immédiate. Sur près d'1 millier d'appareils engagés, plus du tiers ne rentra pas. La perte de pilotes vétérans signifia que, dans les mois suivants, la défense aérienne allemande reposerait sur des recrues inexpérimentées. Après le 3 janvier, le ciel appartenait pratiquement en totalité aux Alliés. La marée s'inverse. Au début de janvier 1945, les Alliés prirent l'initiative. Le plan consistait à refermer le saillant créé par les Allemands par un mouvement en tenaille. Depuis le sud, la 3e armée de Patton remonta vers le nord. Ses divisions blindées et d'infanterie libérèrent une à une les localités occupées et capturèrent des milliers de soldats allemands épuisés. L'artillerie assura un feu continu pour permettre la progression sur des routes couvertes de glace. Au nord, les forces placées sous le commandement de Montgomery lancèrent leur propre offensive vers le sud. Des unités britanniques et américaines, coordonnées avec la première armée américaine, convergèrent sur Oufalise. Le 16 janvier,
des éclaireurs de la 2e division blindée et de la 84e division d'infanterie firent la jonction avec des éléments du 8e corps dans cette localité, scellant la sortie occidentale de la protubérance. Les Allemands, pris au piège, tentèrent de se replier, mais durent emprunter les mêmes routes saturées que celles de leur avance. Le 23 janvier, la ville de Saint-Vith, épicentre de combats acharnés en décembre, revint aux mains des Alliés après son évacuation par les Allemands. La ligne défensive allemande se désagrégeait. Les divisions Panzer, exténuées et presque à court de carburant, ne pouvaient plus tenir leur position. Les unités Volksgrenadiers, composées de jeunes et de vétérans, subissaient désertions et pertes massives. Les divisions Hitlerjugend et Leibstandart, symboles de la puissance des Waffen-SS, perdirent une grande partie de leurs blindés sans pouvoir les remplacer. La coordination alliée reflétait la maturité d'un commandement unifié. Le général Omar Bradley, responsable du groupe d'armées américain, arbitrait entre la prudence de Montgomery et l'audace de Patton. Dans le même temps, les forces aériennes tactiques menaient des missions d'appui rapprochées, frappaient les nids de mitrailleuses et réalisaient des reconnaissances photographiques. La résistance belge fournissait des renseignements sur les mouvements ennemis. Des troupes françaises du général Leclerc libérèrent des localités au Luxembourg et en Belgique, se joignant à l'offensive. La progression alliée vers le nord bénéficia aussi de l'engagement de la 17e division aéroportée, déployée fin décembre. Des unités blindées américaines livrèrent de durs combats à Mannheim et Salmchâteau pour rompre les défenses allemandes. Sur le flanc le plus occidental, la 1re division canadienne appuya le nettoyage de secteurs résiduels. La combinaison infanterie blindée appui aérien permit de déloger les Allemands de leur position, malgré un mauvais temps persistant par moments. Le 25 janvier, le front retrouva presque son tracé de la mi-décembre. Le saillant avait disparu et les troupes allemandes se replièrent derrière l'Ourthe. Les pertes furent énormes, environ 80 000 pour l'Allemagne et quelques 75 000 pour les Alliés. La différence tenait au fait que les États-Unis et leurs partenaires pouvaient remplacer hommes et matériel, alors que l'Allemagne avait épuisé ses réserves stratégiques. L'offensive n'atteignit pas son objectif de diviser la coalition, au contraire, elle renforça la coopération entre les états-majors alliés. Après l'effacement du saillant, le groupe d'armées B de Model se retira vers la ligne Siegfried. Rundstedt, conscient de l'ampleur du désastre, affirma que l'opération avait gaspillé les dernières forces mobiles capables de défendre le territoire allemand. La réaction nazie fut de destituer certains chefs, mais le problème était structurel, l'économie et la logistique ne pouvaient plus soutenir une guerre de mouvement. À partir de février, les Alliés préparèrent l'étape suivante, le franchissement du Rhin et la pénétration au cœur industriel de la Ruhr. Au cours de la contre-offensive, les Alliés mirent en œuvre des tactiques coordonnées de feu et de mouvement. L'artillerie balisait l'avance par des barrages qui réduisaient au silence les positions ennemies. Dans des secteurs comme Rochefort et La Roche, des divisions américaines durent nettoyer maison par maison, affrontant des tireurs d'élite décidés à retarder leur progression. Les sapeurs du génie britannique et américain travaillèrent sans relâche à la réparation des ponts détruits par la Wehrmacht, permettant le passage des chars et des canons automoteurs. L'emploi continu de l'aviation tactique prouva son efficacité. Des escadrons de Typhoon britanniques tirèrent des roquettes sur les colonnes de transport, tandis que des Thunderbolts américains balayaient des routes encombrées de véhicules. Les conditions météorologiques demeurèrent un défi tous les jours, ne se prêtaient pas aux opérations aériennes, mais lorsque le ciel s'ouvrait, les avions sortaient par vagues. La liaison air-sol fut améliorée grâce à des équipes de contrôle aérien avancées qui désignaient les objectifs au moyen de fumigènes et de fusées éclairantes. Dans les zones libérées, on retrouvait les traces du rude hiver enduré par les soldats allemands, positions creusées dans une terre gelée, casques cabossés, véhicules à sec. De nombreux prisonniers déclarèrent n'avoir reçu aucun ravitaillement adéquat pendant des jours. À la fin du mois, les derniers vestiges de l'offensive se désagrégèrent. Le succès allié consolida la réputation de Patton comme commandant audacieux et confirma l'efficacité de la coordination
entre Britanniques, Canadiens, Américains et Français. La marée s'était définitivement inversée. Le commencement de la fin. À la fin janvier 1945, après l'échec de l'offensive des Ardennes, l'initiative stratégique passa définitivement aux mains des Alliés. Les tentatives allemandes d'obtenir une paix séparée restèrent sans écho. Les gouvernements de Washington et de Londres décidèrent de poursuivre la campagne jusqu'à la capitulation sans condition. À partir de février, le temps et les ressources furent consacrés à la réorganisation des unités et à leur ravitaillement en vue de la prochaine opération. En mars, les Alliés franchirent le Rhin. En utilisant des ponts de ponton et en tirant parti des vestiges d'un pont intact à Remagen, les divisions américaines et britanniques établirent des têtes de pont sur la rive orientale. Les forces allemandes, privées de réserves mobiles après la bataille des Ardennes, ne purent contre-attaquer efficacement. Peu après, en avril, les Alliés encerclèrent dans la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne. Des centaines de milliers de soldats allemands se retrouvèrent pris dans une poche et se rendirent. Affaiblie, la Wehrmacht n'eut plus la capacité d'organiser une défense cohérente. La bataille des Ardennes accéléra la défaite du Reich en épuisant ses dernières réserves. L'idée de diviser les Alliés et de s'emparer d'Anvers qui avait justifié l'offensive finit par renforcer l'unité de la coalition et affaiblir davantage l'ennemi. Sans carburant, sans matériel et sans possibilité de compenser les pertes, l'Allemagne ne put stopper l'avance alliée. Après le franchissement du Rhin et l'encerclement de la Ruhr, les forces américaines et britanniques progressèrent vers elle, vers l'Elbe, tandis que l'armée rouge avançait vers l'Oder. Sur le plan politique, l'échec de l'offensive de décembre dissipa tout espoir de négociations séparées. Hitler exigea de résister jusqu'au bout et ordonna la mobilisation d'adolescents et d'hommes âgés au sein des unités du Volkssturm. Les divisions ayant survécu aux combats hivernaux furent envoyées sur d'autres fronts sans délai de récupération. Pour la population allemande, l'hiver 1944 à 1945 se transforma en une succession de nouvelles sur des villes bombardées, des fuites massives depuis les territoires de l'Est et des revers sur tous les fronts. Le moral s'effondra. Après la réduction du saillant, les Alliés profitèrent de la faiblesse allemande pour lancer des opérations complémentaires. La première armée française avança à travers l'Alsace afin de sécuriser le flanc sud. En mars, les 1e et 9e armées américaines attaquèrent la Ruhr depuis des points différents, enveloppant les forces du groupe d'armée B. De leur côté, les troupes britanniques du maréchal Montgomery franchirent le Rhin à Ries et à Wessel, après d'intenses bombardements. En avril, la Ruhr étant bouclée et Berlin assiégé par les Soviétiques, Hitler se retrancha dans son bunker. L'échec de sa dernière offensive fut le prélude à sa chute. L'échec de la bataille des Ardennes scella le destin du Reich. Une dernière phrase en résume les faits, l'offensive accéléra la défaite. À partir de là, l'histoire se dirigea rapidement vers la capitulation sans condition du 8 mai 1945.